Je te coupe le partage d'écran pour l'instant. Bonjour à toutes et tous et bienvenue. On vous laisse vous connecter et on va démarrer dans une petite minute pour essayer de démarrer à l'heure à 16h30. J'en profite pour vous demander à quelques-uns qui nous suivent si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien, n'hésitez pas à réagir dans le chat par rapport à ça ou à vous signaler si vous n'entendez pas. Je vais vous reposer la question. Alors, a priori, le chat n'est pas encore actif, je réessaye. Hop. C'est parti, très bien, parfait. Alors, on commence. Merci beaucoup, merci d'être présent pour ce webinaire. Donc, c'est un webinaire initié par l'Institut des politiques publiques, qui est un centre de recherche en économie spécialisé dans l'évaluation des politiques publiques et qui nourrit deux ambitions. La première, c'est de mener des travaux d'évaluation à partir des derniers résultats de la recherche et des dernières méthodes en économie. Et la deuxième ambition, c'est de faire partager ces connaissances et ces travaux-là auprès du plus grand nombre et de devenir nourrir le débat public. Donc, c'est plutôt ce deuxième volet qui nous amène à être ensemble aujourd'hui. Donc, je suis en présence de Marion Gousset qui va présenter ses travaux qui ont fait l'objet d'une note IPP récente. Elle aura l'occasion de vous les présenter tout à l'heure dans une présentation d'une dizaine de minutes. Et je suis aussi accompagné donc, de Véronique Bustrel, directrice de l'innovation, de l'évaluation et de la stratégie pour la GFIP. Bonjour à vous et merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et puis, je suis aussi accompagné de Carole Salaire qui travaille pour l'Association France Handicap, Association des paralysés de France, APF France Handicap, conseillère travail, emploi, formation et ressources. J'espère que j'ai bien cité et à la fois vos fonctions et vos noms. À peu près, ou peut-être pas, désolé Véronique, vous compléterez vous-même. Simplement un petit point par rapport à ça. Nous, on est très content de faire ce webinaire dans le sens où c'est assez plaisant pour nous, de l'IPP, de pouvoir confronter un peu le regard de la recherche et les résultats de la recherche aux préoccupations des acteurs dits de terrain ou parfois de la société civile organisée. C'est vrai que de temps en temps, on a un peu tendance à dire que la meilleure publication, c'est celle qui donne lieu à un article dans Le Monde et un rendez-vous dans le cabinet d'un ministre, mais peut-être qu'il y a aussi un certain nombre d'acteurs qui peuvent être intéressés par les travaux de la recherche et qui peuvent aussi contribuer, ou soit eux-mêmes contribuer à des évaluations ou les déclencher. Vous aurez peut-être aussi l'occasion, Véronique, d'expliquer quelque part que vous étiez un peu par le hasard et le destin à l'origine de ces travaux. Donc voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à Marion. On aura donc une présentation de 10 minutes, puis après un débat avec Carole et Véronique pendant 20 minutes. Et après, au maximum, on vous laisse la parole dans le chat pour pouvoir poser vous-même vos questions aux intervenants et aux intervenants surtout, pour rendre le webinaire le plus actif. Et quoi qu'il arrive, on finit au plus tard à 17h30 pour garder ce format un peu rapide, simple et relativement informel. À nouveau, merci à nos intervenantes. Et puis, Marion, je te laisse présenter l'étude. Merci beaucoup et à tout de suite. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran? Je pense qu'il faut le autoriser de partage. Oui, c'est bon? C'est bon. Vous voyez celui-là. Donc, mesurer la discrimination envers les personnes en fauteuil roulant. C'est ça, hein? Parce que je ne vois pas le... OK, très bien. Effectivement, je vais vous présenter les résultats de notre étude réalisée en 2016, en 2019 avec d'anciens collègues chercheurs à l'Université Laval, dans lesquels on mesure la discrimination envers les personnes en fauteuil roulant au Québec sur le marché du travail. Donc, nous, on a une définition très précise pour la discrimination sur le marché du travail. C'est quand deux personnes qui sont autant performantes du point de vue d'un emploi sont traitées différemment par les employeurs ou sur le marché du travail pour une caractéristique non pertinente
qui va être eh bien, en général le genre, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique. Et ici, eh bien, ça va être le handicap dans le cas d'un emploi pour lequel le handicap est non pertinent. Et donc ici, on va s'intéresser à des postes pour lesquels le fauteuil roulant n'est pas pertinent du point de vue de la performance. Alors la discrimination, c'est déjà un ressenti qui est fort. C'est en France comme au Canada le premier motif de plainte pour discrimination. Donc au Canada, c'est relevé par la Commission des droits et des personnes. En France, c'est relevé par la défenseur des droits qui montre que beaucoup de personnes se sentent discriminées sur le marché du travail, enfin discriminées de manière générale. Et dans ces plaintes, c'est l'emploi qui est le premier domaine pour ces discriminations, puisque plus de 80% en fait des motifs de plainte sont liés à l'emploi. Maintenant, donc ça, c'est le ressenti. Maintenant, comment mesurer objectivement si cette discrimination est réelle de la part des employeurs? Eh bien, c'est pas évident parce que c'est pas une question qu'on va poser directement aux recruteurs. Est-ce que vous discriminez? Évidemment, on n'aura pas de réponse honnête à ces questions. Déjà, c'est parce que c'est illégal. Et puis, en plus, parce que c'est parfois fait de manière en fait inconsciente. Donc, une méthode un peu rigoureuse pour évaluer la discrimination, qui est assez populaire parce que c'est aussi une méthode qui est simple à comprendre et une méthode assez convaincante, c'est la méthode dite de testing ou l'envoi de CV fictifs, c'est-à-dire on envoie aléatoirement en réponse à des offres d'emploi des CV et des lettres de motivation, des candidatures qui sont similaires en tout point, à l'exception d'une caractéristique qui est la caractéristique qu'on veut tester, pour voir si le fait de mentionner cette caractéristique, et donc ici dans notre cas le handicap, va affecter le taux de rappel, le taux de réponse et de convocation aux entretiens. Nous, on a successivement fait 2 expériences, une en 2016-2017 et une en 2018-2019, dans lesquelles on envoie des CV fictifs à des offres d'emploi. Donc, la première expérience, en 2016-2017, on a envoyé 1500 CV et lettres de motivation en réponse à des offres d'emploi, des vraies offres d'emploi mises en ligne sur les plateformes de recrutement, pour des postes donc, qui ne sont pas problématiques du point de vue du fauteuil roulant. Donc, c'est des postes de secrétaire réceptionniste, des postes de commis comptable, des postes de programmeur informatique. On a aussi été sur place pour voir les entreprises, les bâtiments, pour voir si c'était des bâtiments modernes, récents, avec des larges portes, des rampes d'accès, et donc situés au rez-de-chaussée, par exemple, ou au contraire, si c'était des bâtiments anciens, exigus, avec pas forcément avec des problèmes d'accessibilité. Donc, soit en allant sur place, soit en utilisant Google Street View pour pouvoir noter une mesure d'accessibilité aussi des entreprises qui envoyaient ces offres d'emploi. Et dans une deuxième expérience, nous avons recommencé, on a envoyé 2000 CV et lettres de motivation, mais la différence ici, c'est qu'on a aussi ajouté un hyperlien vers un CV vidéo dans lequel notre candidat présentait lui-même son expérience et donc c'est notre candidate, présentait elle-même son expérience et ses compétences et donc pourquoi elle voulait le poste. Et là, on a visé un seul type de poste, le poste de secrétaire réceptionniste. Et donc, notre idée, c'était de voir si le CV vidéo pouvait aider au recrutement, à la fois pour des profils avec handicap et des profils sans handicap. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on mesurait exactement la discrimination vis-à-vis du handicap à partir de ces expériences. Dans notre première expérience, nous avions un CV tout à fait standard. Donc, c'était Jessica Gagnon, qui est donc un prénom et nom populaire au Québec pour une femme d'environ 35 ans, qui ici, c'est pour un poste de secrétaire réceptionniste. Donc, on a un CV avec une formation, expérience professionnelle, une activité de bénévolat et des aptitudes. Donc, ça, c'était un CV qui était le même pour tout le monde. Par contre, ce CV était accompagné de lettres de motivation et les lettres de motivation étaient identiques, à l'exception que certaines d'entre elles mentionnaient, donc ici vous voyez une petite phrase supplémentaire qui est « Je tiens à mentionner que suite à un accident survenu en 2003, je me déplace en fauteuil roulant. Sachez toutefois que cela n'affecte aucunement la qualité de mon travail. » Donc, nos CV étaient
tous similaires. Alors, on faisait varier quelques caractéristiques, mais c'était envoyé de manière aléatoire aux offres d'emploi. Mais de temps en temps, nous avions la mention handicap dans la lettre de motivation. Je présente d'abord la deuxième expérience avant de voir les résultats. Dans la deuxième expérience, nous avions un seul profil qui était cette fois un profil aussi donc pour le coup de secrétaire réceptionniste. Et là, nous avions le profil de Rosalie Côté. Donc, c'était pareil, un prénom et nom populaire au Québec pour une femme d'environ 35 ans, qui présente sa formation, son expérience professionnelle, ses aptitudes. Et là, nous avions 3 lettres de motivation qui étaient différents. Donc, soit la lettre tout à gauche, Rosalie Côté, qui commence par « Il me fait plaisir de vous présenter ma candidature pour un poste de secrétaire réceptionniste. Je suis très intéressée par votre offre, qui décrit un profil qui me correspond parfaitement. » Donc là, on a la lettre de motivation classique, sans handicap, sans CV vidéo. La deuxième lettre de motivation reproduit en fait la phrase que nous avions pour la première expérience. On rajoute ici, en tant que personne se déplaçant en fauteuil roulant, je suis habituée à relever de nombreux défis. Et ensuite, le même texte exactement que pour la lettre de motivation classique. Et puis enfin, une troisième lettre de motivation, où là, la seule différence avec la première, c'est cette phrase ici, qui est « Afin de me présenter, j'ai réalisé un CV vidéo que je vous invite à visionner en cliquant ici. » Donc là, nous avions vraiment des CV, le même CV pour tout le monde, 3 lettres et des lettres de motivation qui diffèrent juste par cette petite phrase, donc soit la mention d'un CV vidéo, soit la mention ici du fauteuil roulant. Maintenant, le lien du CV sur lequel le recruteur pouvait cliquer envoyait à 2 types de CV vidéo, soit un CV avec handicap, soit un CV sans handicap. Alors, le CV vidéo, donc je vais vous montrer quelques images extraites de la petite vidéo ici, commence par un plan rapproché de la candidate, qui est toujours la même candidate. C'était une actrice que nous avions embauchée qui, pendant un CV d'1 minute 20, eh bien, se présente, parle de ses expériences, dit qu'elle est bilingue et parle un petit peu en anglais, et qu'elle est donc motivée pour le poste. Ça, c'est vous avez, là, on est à la seconde 7 du CV vidéo. Et un peu plus tard, dans le CV, eh bien, là, on est à la seconde 13, la caméra se recule, et là, il y a 2 versions du CV. Soit le CV est un CV sans handicap, et puis on voit que la candidate est assise sur une chaise régulière, soit le CV, en fait, est un CV avec handicap, et on voit apparaître les roues du fauteuil roulant. Et c'est à ce moment-là que le recruteur peut savoir que la candidate est en fauteuil, sinon, cela n'est mentionné nulle part sur le CV ou la lettre de motivation. Le texte est vraiment le même dans les 2 cas, et puis donc c'est la même actrice, donc vraiment, la seule différence, ce sont les roues de ce fauteuil. Un peu plus tard, on a dans le CV aussi quelques extraits vidéo où on la voit travailler, donc elle est en train de travailler, donc à gauche, on la voit taper sur son ordinateur, répondre à un appel, et à droite, on la voit aussi en train de travailler, et puis là, on voit qu'elle est sur une chaise, on voit un petit peu son fauteuil dépassé. Donc ça, c'est le design, en fait, de l'expérience, et puis ensuite, eh bien, on a comparé les taux de rappel, puisqu'on a évidemment collecté pour chaque CV envoyé, on savait quel CV était envoyé à quelle offre d'emploi, donc on était capable de savoir quand on recevait un message, soit sur un répondeur téléphonique, soit sur une adresse email, quand on recevait une convocation, on savait si la convocation correspondait à un CV avec handicap, sans handicap, avec vidéo, sans vidéo. Et donc voilà nos résultats. Alors, vous avez la première expérience ici, qui sont les colonnes bleues, et la deuxième expérience où on a le CV sans handicap et le CV et sans vidéo, le CV avec handicap et sans vidéo, mais avec mention dans la lettre de recommandation, et en jaune, l'expérience avec le CV vidéo. Donc, premier constat ici, donc ce sont les taux de rappel. Donc, vous avez le taux de rappel, le taux de convocation à un entretien pour les CV sans handicap, que ce soit dans notre première expérience en bleu,
dans notre deuxième expérience sans la vidéo ou dans notre troisième expérience avec la vidéo. Et donc, ce qu'on voit, c'est que et là, vous avez les mêmes taux de rappel, mais quand il y a un handicap qui est signalé soit dans la lettre de motivation, dans ces deux barres-là, soit par la vidéo dans la barre jaune ici. Ce qui est frappant déjà, c'est que les taux de rappel sont divisés par deux, quel que soit le mode de révélation du handicap, que ce soit dans la première expérience ou dans la deuxième expérience, 2 ans plus tard, que ce soit par la révélation du handicap dans la lettre de motivation ou dans la vidéo, le taux de rappel est divisé par deux. Et c'est un énorme écart de points de pourcentage, puisque c'est pas seulement passé de 4% de taux de rappel à 2%, c'est vraiment passé de plutôt 45 à 50% de taux de rappel à 20 à 25%. Donc c'est un écart très fort. On est dans un contexte au Québec de pénurie de travailleurs très fort. D'ailleurs, on a des taux de rappel qui sont extrêmement élevés. Donc notre candidate a eu beaucoup de succès, hein. Plus d'un CV sur deux a été rappelé par une entreprise. Mais même dans ce contexte de pénurie extrêmement fort, eh bien, le taux de rappel est divisé par deux. Le deuxième point, c'est que le CV vidéo a un impact positif sur le taux de rappel, mais qui est le même, en fait, pour les CV avec et sans handicap, ce qui était une surprise pour nous. Parce qu'effectivement, on pensait que peut-être en lisant sur une lettre de motivation, le recruteur, la recruteuse, en voyant le handicap, a une idée préconçue sur qu'est-ce qu'une personne en fauteuil roulant. Peut-être que le fait de la voir s'exprimer visuellement dans un cas extrêmement favorable, hein, puisqu'on avait une candidate ici qui s'exprime extrêmement bien, qui est dynamique, enthousiaste et qui est donc dans un cas extrêmement favorable, eh bien, on pensait que ça allait aider à réduire l'écart, en fait, mais pas du tout. Le taux de rappel augmente aussi pour les personnes avec handicap de 10 points de pourcentage, mais donc il n'aide pas à réduire l'écart entre les deux types de CV. Enfin, on a aussi regardé, nous avions mesuré hein, l'accessibilité des entreprises, et ça ne joue pas du tout en fait sur l'écart entre les deux types de CV. Donc, il semblerait que ce n'est pas du tout un problème d'accessibilité des bâtiments. Entre 60 et 70% des bâtiments sont accessibles ici dans les entreprises qui envoyaient les offres. Et donc, ça vient pas du tout jouer sur l'écart. La dernière chose qu'on a regardé, c'est on est capable, sur les CV vidéo, on est capable de voir, d'avoir des notions sur l'activité de visionnement. Donc, on sait combien de fois les vidéos ont été regardées et si est-ce que les personnes qui ont cliqué sur les vidéos se sont arrêtées ou ont quitté la vidéo plutôt avant la fin. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, pour les CV vidéo avec handicap, eh bien, il y a significativement plus d'arrêts de la vidéo au moment où le handicap est révélé. Donc, ce qui montre un désintérêt assez immédiat, en fait, du recruteur ou de la recruteuse à partir du moment où les roues sont visibles. Donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ça veut dire que vous pouviez mesurer à quel moment le recruteur C'est ça, coupait. en fait, on voit très bien combien de temps la vidéo est vue, combien de fois, et à quel moment est-ce que la vidéo est arrêtée et le recruteur quitte la vidéo. On est aussi capable de voir s'il y a des retours en arrière. Donc, si un moment, le recruteur décide de dire « Ah, ça, je n'ai pas bien vu », il revient en arrière. Et ça, on voit aussi qu'il y a quelquefois plus de retours en arrière sur la zone de révélation quand il y a un fauteuil. Donc, parfois, ça intrigue, mais encore plus souvent, ça stoppe immédiatement le visionnement de la vidéo. Donc, ces CV bénéficient aussi de moins d'attention. Merci beaucoup, Marion. Il y a déjà une première question dans le chat et elle est un peu précise, donc je me permets de la poser tout de suite avant Oui. d'engager le débat. Il y a une question de Mamoudi qui demande si les employeurs sont soumis au Québec à une obligation d'aménagement raisonnable du lieu de travail, comme c'est le cas en France. Oui, tout à fait. Ils sont aussi soumis à cet aménagement raisonnable. Ils peuvent aussi bénéficier même de subventions de la part du gouvernement pour le faire. Donc, on est dans des conditions assez similaires au cas français. Par contre, il n'y a pas de quota comme il peut y avoir en France. Donc, il n'y a pas ce système de quota au Québec pour embaucher des personnes avec handicap. Par contre, oui, en termes d'aménagement, c'est très similaire.
Merci beaucoup Marion. Alors une première question pour vous, Carole. Ce chiffre qui fait cet écart assez impressionnant quand même que mentionne Marion sur un cas particulier du Québec, mais qui est peut-être pas si particulier que ça, 50% d'écart dans les taux de convocation selon qu'on a un handicap ou non. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ça correspond à cette réalité que vous observez? Et j'aurais une deuxième question pour vous. Marion a dit tout à l'heure que on a fait une campagne de testing parce que faire une enquête, ça n'était pas possible, on n'aurait pas eu de réponse honnête de la part des employeurs, en tout cas dans les relations que vous pouvez avoir avec eux, dans les discussions peut-être informelles aussi que vous pouvez avoir côté employeur. Quels sont les motifs qui vous donnent, en tout cas, pour justifier cette moins forte employabilité? Marion excluait notamment le critère auquel on pense un peu spontanément de l'accessibilité des locaux, notamment. Merci. Donc, la discrimination à l'embauche, c'est quand même très difficile à prouver. Donc, nous, les retours qu'on a, c'est pas forcément, c'est plutôt en maintien qu'on va avoir là des discriminations beaucoup plus avérées. Mais par contre, on voit que oui, clairement, enfin moi, l'enquête ne m'étonne pas parce que nous, entre guillemets, ce stigmate du handicap, il est quand même très prégnant hein, dans les représentations que peuvent avoir les entreprises et les craintes du coup hein, des personnes hein, qui nous font part voilà, du fait qu'il y a une présomption en gros d'inefficacité, hein, ça revient beaucoup, hein, l'inefficacité, le côté complexe, difficulté, incompétent, voilà, il y a un peu tous ces adjectifs qui peuvent être quand même assez prégnants. Et nous, on avait même fait une enquête plutôt qualitative auprès de femmes en situation de handicap. Là, en plus, il y a le double critère du genre et du handicap, donc du cumul, hein, du coup, là, des critères potentiellement discriminants, où il y avait vraiment fortement hein, cette présomption d'incapacité qui revient fortement. Donc, en tout cas, pour vous dire sur les employeurs, et je pense que l'enquête le montre bien, je pense qu'il y a un peu cette crainte, hein, ce stigmate assez négatif aussi, le fait que le handicap n'est pas forcément associé à des critères positifs en termes d'employabilité. Et donc, moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est voilà, ça nous invite aussi à dépasser les représentations qui sont quand même assez négatives. Je pense que Véronique pourra compléter par rapport à toute l'observation que fait la GFIP. Mais donc voilà, en tout cas pour nous, voilà, malheureusement, voilà, il y a ce stigmate du handicap qui reste encore très discriminant, même si, comme je vous le dis, pour nous, les discriminations à l'embauche, on n'a pas forcément de, d'enquête comme celle-ci. D'ailleurs, ce serait intéressant de la réaliser aussi en France. Et si nous-mêmes, nous ne faisons pas non plus d'action de testing, on n'est pas que totalement dans cette approche vis-à-vis des entreprises, on est plutôt dans des actions de sensibilisation et de dialogue, mais peut-être que j'y reviendrai Ouais, après. tout à fait. Merci beaucoup, Véronique. Je vous passe la parole en vous rajoutant une petite question préalable qui est de présenter rapidement aussi l'AGFIP, peut-être quand même, et de nous expliquer aussi l'histoire et le lien étroit que vous avez avec cette étude. Ah oui, on peut dire qu'effectivement, il y a un petit lien étroit. Peut-être, présenter d'abord l'AGFIP. L'AGFIP, c'est une association qui a maintenant 35 ans, qui a une particularité, c'est qu'elle est paritaire, élargie, puisque, elle associe dans sa gouvernance à la fois, des représentants de l'entreprise, des salariés et des associations représentatives des personnes en situation de handicap, dont APF France Handicap. Qui a cette particularité d'avoir, au fond, depuis 35 ans, intégré dès l'origine les différentes parties prenantes dans sa gouvernance. Elle a ensuite un rôle majeur, puisque ce rôle, c'est au fond, comme le soulignait tout à l'heure Marion, on a une obligation d'emploi en France avec une obligation pour les entreprises de 20 salariés et plus de recruter au moins 6% de personnes ou d'avoir 6% dans leur effectif salarié de personnes en situation de handicap. Et à défaut, c'est de régler une contribution qui est adossée au nombre de personnes théoriques par rapport à l'effectif réel. Et donc,
on a une collecte qui permet finalement, par ce jeu-là, de transformer des moyens financiers en solutions pour l'emploi des personnes handicapées, que ce soit en direction des entreprises, comme entreprises privées, quelles qu'elles soient d'ailleurs, qu'elles soient de moins de 20 salariés, de plus de 3 000 salariés ou de je ne sais pas combien, enfin bref, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et puis, des solutions pour les organismes de formation, des solutions pour les personnes en situation de handicap, puisque, et là j'en viens à peut-être la question que vous aviez en tête. C'est un sujet qui, pour nous, était un sujet intéressant. Alors pour moi, depuis assez longtemps, puisque, en fait, j'ai précédé, Carole dans ses fonctions. Donc, on a effectivement, eu le plaisir avec Marion, d'échanger avec, Charles Bellemare, il y a quelques années maintenant, il y a peut-être 6 ans ou ouais, peut-être un peu plus même, Marion, avec, le décalage horaire et voilà, on a découvert les joies à l'époque, presque d'une visio, avec ce décalage-là et un sujet, sur lesquels, à l'époque, on a eu un intérêt, à travailler, à expérimenter, à APF France Handicap. L'objectif étant de vérifier, au fond, par l'expérience, heu, comment on peut peut-être transcender finalement des représentations à travers l'expression, de compétences, via le CV vidéo. On n'est pas allé, à l'époque sur, quelque chose autour de travaux de recherche, pour, identifier les impacts, mais, l'objectif c'était à la fois de préparer les personnes, de travailler sur les profils et puis, de valoriser finalement des candidatures avec, la mise en place de ce dispositif. Et puis ensuite, j'ai changé de fonction, donc voilà pourquoi. Ensuite, concernant plus directement vos questions, peut-être, indiquer que, d'une part, ce qui a été souligné tout à l'heure, en introduction du propos de Marion, en France, on a environ 20 des réclamations auprès du défenseur des droits qui, portent, sur le handicap et si on rajoute en plus les questions d'état de santé, je pense qu'on croit encore, davantage, je pense qu'on doit être aux alentours d'un tiers des réclamations qui sont formulées auprès du défenseur des droits. Et effectivement, parmi elles, la question de l'emploi est prégnante, mais comme le soulignait Carole, souvent ce sont des questions moins d'insertion que de maintien en emploi parce qu'en fait, souvent les personnes sont peut-être aussi plus insérées et donc il y a peut-être un sujet d'insider, des gens qui connaissent mieux leurs droits, qui osent mieux et qui présentent mieux les choses et puis qui ont la capacité davantage peut-être à agir, que des personnes qui sont finalement en recherche d'emploi et qui ont des difficultés à maîtriser, hein, ce qu'évoquait le testing là qui était évoqué. C'est assez intéressant, à cet égard parce qu'il permet de vérifier finalement un certain nombre d'hypothèses. En ce qui nous concerne, en fait, on a, un outil qui est assez intéressant qu'on a mis en place maintenant il y a, 5 ans, 6 ans, avec, à l'AGEFIP, un baromètre, de la perception handicap et emploi et dans ce baromètre, chaque année, on pose les mêmes questions. Alors parfois on apporte quelques nouveautés, mais en tout cas, on a des constantes, qui nous permettent de manière longitudinale de voir s'il y a des évolutions ou s'il y a des changements de représentation, de perception du handicap, en entreprise. Et on interroge 3 cibles, 4 cibles même. On interroge le grand public, on interroge les entreprises, les recruteurs. Donc, on est généralement sur 1 000 Français, 1 000 salariés et puis 400 entreprises et puis on interroge autant de personnes en situation de handicap qui répondent à nos enquêtes. Si je focus, sur, les recruteurs, ils nous disent une des principales difficultés auxquelles sont confrontées les personnes en situation de handicap, c'est l'accessibilité et en particulier l'accessibilité du bâti et l'accessibilité via les transports, la question de la mobilité qui est souvent mise en avant. Après, on a d'autres sujets qui nous remontent, qui sont autour finalement, des discriminations subies par les personnes et puis aussi des questions autour, des niveaux de compétences et des difficultés qu'ils ont à sourcer des personnes en situation de handicap. Donc en fait, à la fois, il y a des faits, qui sont tentés en fait d'objectiver, en fait, avec une objectivation de la difficulté d'accessibilité auxquelles sont confrontées les personnes et qui, au fond, peuvent représenter un frein. Et puis, d'autres éléments, d'autres facteurs qui sont mis en visibilité, autour,
de la capacité des personnes à faire et à être dans le champ de l'entreprise. Et ça, c'est un sujet assez intéressant parce que en fait, ça nous amène, comme le constatait aussi Carole, et si on regarde d'autres études qui ont été faites, je pense par exemple aux travaux qui ont été faits par l'Institut IMS, qui effectivement renvoyaient aux représentations et représentations singulièrement négatives qu'emporte la situation de handicap dans les représentations des recruteurs. Merci beaucoup, Véronique. Alors, une question, deux questions, une pour Marion, une pour Carole. Ça veut dire, Carole, aussi que pour vous, dans l'enjeu du CV vidéo, il n'y a pas forcément que la question dans les bénéfices attendus du CV vidéo de faire drastiquement augmenter le taux de convocation, mais il peut y avoir deux bénéfices autres qui seraient peut-être vis-à-vis de la personne déjà la démarche de se présenter et de candidater même virtuellement. Et la deuxième, qui serait aussi un enjeu d'un peu plus long terme, de travailler justement sur cette question des stéréotypes, des compétences associées, de l'employabilité. Donc finalement, c'est pas si grave si l'étude montre qu'il n'y a pas d'effet du CV vidéo. Oui, d'ailleurs, moi, j'ai trouvé très intéressante cette étude parce que du coup, bah, ça conforte un peu le travail qu'avait initié Véronique Bustrel. Et du coup, moi, j'ai réinterrogé le réseau APF France Handicap. Donc, nous, le CV vidéo, il est utilisé, alors, de manière assez variable, mais plutôt dans nos instituts d'éducation motrice, hein, donc des structures médico-sociales qui accueillent des jeunes en situation de handicap, dont certains avec un handicap moteur, voire en fauteuil, mais pas que, pour un peu bon, les accompagner dans un cursus d'insertion socio-professionnelle. Et c'est plutôt utilisé comme un outil, en effet, comme vous le dites, qui permet une prise de confiance, hein, qui est vraiment un outil un peu de remobilisation, aussi de se tester, qui renvoie aussi un regard un peu collectif, hein, donc plutôt dans un parcours du jeune. Donc c'est vraiment là-dessus que mes interlocuteurs ont souhaité insister, c'est plutôt toute la dynamique de mobilisation, de valorisation aussi du jeune, et puis de test, hein, de se mettre en situation aussi, de simuler finalement aussi un entretien, de lever les freins et de donner aussi une autre image. Et je trouve que pour le coup, c'est quand même très positif parce que, enfin, moi, en tout cas, ce qui m'a frappé là dans l'étude de Marion Gousse, c'est quand même que on voit qu'il y a quand même, le CV vidéo peut lever quand même des représentations. Moi, c'est comme ça que je c'est-à-dire, on a peur, on a des représentations négatives, on a des, voilà, on a des a priori, on élimine, on va vite, etc. Mais là, si on va plus loin, peut-être que on va voir autre chose que ce qu'on attendait. Et donc ça peut quand même être positif. Et du coup, comme outil de mobilisation des jeunes, de travail sur comment ça me valoriser, comment construire un peu ma candidature et la valoriser, ça peut être très, très positif. Donc, c'est plutôt utilisé dans ce cadre-là. Après, l'impact direct du CV vidéo, nous, on l'a pas mesuré. Peut-être ça serait intéressant de reprendre le travail. Par contre, certains me disaient aussi que finalement, aujourd'hui, avec un certain nombre d'autres modalités comme les réseaux sociaux aussi, il y avait d'autres moyens aussi de construire son employabilité, de candidater et que mesurer aussi par rapport là un peu à tout ce qui s'est passé dans l'utilisation des outils numériques, comment le CV vidéo resterait pertinent. Et puis moi je crois aussi quand même il y a une question sur le droit à l'image quand même que moi qui me pose question. Quand on voit aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux et peut-être parfois aussi le risque de détourner des images, voilà, quelle réflexion, enfin moi je ne suis pas du tout spécialiste, hein, mais voilà, moi c'est un peu ce point de vigilance, mais en tout cas d'un point de vue, je dirais, d'outils pédagogiques, de construction dans un parcours, en particulier pour des jeunes en situation de handicap, c'est très très intéressant et peut-être à reprendre, puisque quand même votre étude montre que même si ça n'a pas d'impact significatif, ça permet quand même d'augmenter considérablement le taux de rappel. Et ça, c'est quand même très, très positif. Merci beaucoup. Une question, Marion, pour toi, avant de reprendre celle sur le chat. La première, tu avais l'air de dire, ou en tout cas, que la question de l'accessibilité, tu ne l'observais pas. Alors, je pense que ce n'était pas forcément le cœur de l'étude, mais en tout cas, tout à l'heure, tu as montré que pour toi, ce n'était pas forcément un indicateur très probant dans la non-convocation.
C'est ça? Je suis pas sûr d'avoir tout à fait. Non, oui, c'est ça. C'est-à-dire on a mesuré donc, de façon imparfaite hein, l'accessibilité des entreprises Ok. parce qu'on n'est jamais rentré dans les entreprises. On est passé devant pour une partie d'entre elles. On avait des assistants de recherche qui sont passés devant les entreprises pour une partie d'entre elles. Et sinon, on a utilisé Google Street View pour voir la modernité du bâtiment parce que les bâtiments modernes sont tous, on leur impose hein, d'être accessibles. Donc, on avait une mesure qui identifiait à peu près l'accessibilité des entreprises. Et en fait, si on regarde l'écart de taux de convocation parmi les entreprises accessibles ou l'écart de taux de convocation parmi les entreprises non accessibles, on a le même écart. Donc, c'est par là que je disais que ça n'avait pas d'impact sur nos résultats. C'était, en tout cas, là, dans l'étude, ce n'est pas lié à l'accessibilité. C'est-à-dire que même les entreprises accessibles, il y a le même, finalement, taux d'écart entre les deux. Merci. Et alors, une question en direct du chat qui te pose la question de savoir si, je vais la lire, ce sera plus simple. Est-ce que tu as des informations plus détaillées sur les entreprises, taille, secteur, activité, implantation, et est-ce que certaines caractéristiques sont associées à des écarts plus ou moins importants? Oui, donc on avait l'information sur la taille de l'entreprise, on avait l'information sur l'ancienneté de l'entreprise, c'était si elle avait été créée il y a longtemps ou il y a moins longtemps, et donc où est-ce qu'elle était située. Euh, et là, non, on n'avait pas de rien de significatif en fait pour expliquer l'écart vis-à-vis de ces caractéristiques. Donc on n'a pas pu exploiter ça. Quant au secteur, eh bien, là, on aurait aimé pouvoir l'exploiter, mais on a notre comité d'éthique qui n'a pas voulu parce qu'on pouvait identifier les entreprises, peut-être comme on travaillait quand même sur la population québécoise. On n'a pas pu faire de moyenne par secteur. Donc ça, c'est dommage parce que je pense qu'on aurait vu peut-être des choses plus intéressantes. Oui. Merci. Véronique, une question pour vous. Là, on est très focalisé sur l'embauche. Est-ce que vous avez aussi des données ou des opinions sur peut-être la phase aval, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'un entretien qui se serait bien réussi, sur la discrimination dans le déroulé de carrière, dans la promotion et dans le parcours professionnel? Alors, j'aurais peut-être aimé, si vous le permettez Thibaut, réagir, Bien peut-être, sûr. à ce qui vient d'être dit aussi et puis, mes réactions, moi, sont un peu de 2 ordres. Premier ordre, c'est qu'effectivement, une accessibilité apparente n'est pas forcément l'accessibilité réelle de l'entreprise, hein. Je pense que, par exemple, on peut avoir, et aujourd'hui, il y a des grosses discussions puisque, on est aujourd'hui en phase, enfin peut-être, d'atterrissage sur l'arrêté accessibilité des locaux de travail, dans les entreprises, hein, voilà. Et je trouve que c'est important parce qu'on peut avoir, a priori, un plein-pied, de départ, mais des escaliers dans l'entreprise, mais des toilettes pas aménagées, mais peut-être des espaces collectifs pas adaptés. Et donc c'est, de l'importance d'avoir en tête ces types d'accessibilité-là, orientés PMR, hein, avec, le besoin, d'avoir une accessibilité, pour les personnes en fauteuil. Mais on peut imaginer que dans d'autres situations, on pourrait avoir aussi, d'autres typologies d'accessibilité, qui pourraient, être nécessaires au sein de l'entreprise et qui sont pas forcément pensées, et pas forcément, et ça c'est mon deuxième point, pas forcément maîtrisées. On a, aussi, à la fois des stéréotypes, mais aussi des représentations erronées. Toujours si on se réfère, au baromètre de la perception, qui est initié par la GFIP chaque année, on a, quand on interroge, le public, on a seulement et moins, en général de 10 des personnes qui, savent que 80 des handicaps sont invisibles. Et donc ils projettent des surreprésentations sur les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes, souvent. Ils n'imaginent pas la diversité des situations auxquelles sont confrontées les personnes, difficulté d'accès à l'information, difficulté d'accessibilité au numérique, par exemple. Et donc il y a parfois des difficultés comme ça qui sont, soit majorées, soit, justement, complètement, occultées parce qu'on ne se représente pas, ce dont il s'agit pour les personnes. Et il y a vraiment, pour nous un effort, très intense à produire pour acculturer, pour amener la connaissance et pour faire partager, ce sujet. Et vraisemblablement, le vrai saut qualitatif qu'on pourra faire dans l'avenir, je pense, sur la question de l'inclusivité et de la place des personnes en situation de handicap dans notre société, ce sera d'intégrer dans les formations initiales et dans les formations continues, cette question
de l'emploi des personnes handicapées, mais aussi du handicap en entreprise, pour mieux appréhender dès le départ, dans toutes les représentations et dans tous les fonctionnements, dans tous les secteurs de la formation, ce sujet-là, et pour que en fait, ça fasse partie d'un commun ou d'un patrimoine commun que l'on n'a pas en général chez nous. Et il me semble qu'aussi on a un deuxième sujet, c'est comment finalement on accompagne mieux, et ça c'est notre rôle, hein, c'est de mieux accompagner les employeurs, leur proposer des solutions, mais de leur proposer des solutions très opérationnelles, quitte à leur proposer du clé en main pour définir des organisations, clé en main pour leur proposer d'accompagner leurs collaborateurs, clé en main pour leur proposer des appuis et des accompagnements adaptés aux populations. Et ce que vous disiez là, ce que vous évoquiez concernant en fait les différentes étapes du parcours, dans le même ordre d'idée, on a posé des questions aux recruteurs en leur disant si vous aviez à recommander aux personnes en situation de handicap de déclarer leur situation de handicap. On revient un peu au sujet, et ce que je trouve très intéressant dans l'étude. Et au fond, le déclencheur, c'est ce qu'évoquait Marion sur à la fois le taux de rappel, mais aussi le taux de décroché, j'ai envie de dire, ou de décrochage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le handicap est révélé, il y a une forme de décrochage qui se produit. Et là, même si on voit bien qu'il y a une valeur ajoutée du CV vidéo, c'est-à-dire que de voir la personne peut-être apporte une relation humaine, il reste quand même des difficultés qui manifestement font qu'il y a une forme de décrochage. Et dans notre enquête sur notre baromètre, en fait, il y a trois items qui sont posés. Est-ce que vous proposeriez ou vous préconiseriez à une personne en situation de handicap de déclarer son handicap au moment de l'entretien, au moment de l'intégration ou dans son CV? À 80-90%, au moment de l'entretien ou au moment de l'intégration, ça paraît évident pour un recruteur. En revanche, dans le CV, ils sont beaucoup plus mitigés et globalement, on a 2/3 des recruteurs qui nous disent oui, oui, vous pouvez l'indiquer dans le CV, mais quand même, on sent bien qu'il y a presque 40% d'entre eux qui nous disent bah, peut-être pas. C'est-à-dire que quand même, on se rend bien compte qu'à ce stade du CV, et c'est bien l'objet de votre enquête, c'est peut-être un peu prématuré pour certains, mais c'est prématuré aussi par cette méconnaissance et par cet enjeu représenté. Et sur les discriminations, on sait que la question du maintien en emploi est un sujet, un enjeu majeur pour les personnes en situation de handicap, que ce soit en termes d'évolution professionnelle comme de prévention de la désinsertion professionnelle. Mais aujourd'hui, en fait, les éléments dont on dispose, ils sont de plusieurs ordres. D'une part, on sait qu'il y a quand même un effort conséquent qui est fait par les services de prévention et de santé au travail qui, au quotidien, hein, font de l'accompagnement des personnes qui ont des restrictions d'aptitude, etc., avec les directions et les services de ressources humaines, on va dire, dans l'entreprise, pas forcément des directions, mais des services qui peuvent être des employeurs directement quand c'est des plus petites entreprises. On sait aussi qu'il y a malheureusement beaucoup trop de personnes en situation de handicap qui perdent leur emploi et qui soit s'inscrivent auprès des services de France Travail, soit ne s'y inscrivent plus parce qu'elles sont désorientées. Et ça, c'est vraiment un effort, un point très important sur lequel on a à cœur d'agir et de développer notre action pour éviter justement ces ruptures prématurées. Merci beaucoup, Véronique. On a vu la démarche un peu côté employeur. Côté postulant, Carole, de votre point de vue, la stratégie ou l'idée des postulants en situation de handicap, c'est plutôt d'affirmer assez tôt leur handicap ou de plutôt au contraire essayer de le masquer, si vous me passez l'expression, le plus longtemps possible dans le processus, avec cette crainte d'être éventuellement éliminé du processus un peu trop tôt. Alors, il n'y a pas de réponse évidente, hein, c'est vrai que là, il y a quand même plutôt, le fait de pas forcément le révéler, sauf alors c'est vrai que, heu, ça dépend aussi du type de handicap, hein, parce que bon, Ouais. ça dépend si on a un handicap visible ou pas déjà. Alors après, comme disait Véronique, peut-être que dans le CV, peut-être stratégiquement, enfin nous en tout cas, on est plutôt, voilà, de laisser le libre choix à la personne et de voir si ça aura un impact, en fait, sur sa mission, hein, et c'est plutôt à elle de voir comment elle le sent. En tout cas, clairement, les gens, ça enfin, ont un peu
intégrer le fait que ça allait être problématique. Ça, c'est vrai on le mesure beaucoup, hein, et se pose la question de, voilà, est-ce que je dois le révéler? Comment en parler? Nous d'ailleurs, on fait des outils qu'on a fait d'ailleurs grâce et avec le soutien de la GFIP, hein, des tutoriels. Est-ce que je dois parler de mon handicap? Mmh. Lors de l'entretien de recrutement ou lors de mon entretien annuel, lors de la survenue d'un handicap en cours d'emploi. Donc clairement, oui, il y a une crainte, une réticence, mais je pense que voilà, je pense que peut-être Véronique, ça serait intéressant de développer aussi par rapport au fait qu'il y a aussi certains types de handicap, hein, qui sont plus stigmatisés que d'autres. Et d'ailleurs, là, on voit que ben voilà, déjà là, sur le handicap moteur en fauteuil, on voit là déjà qu'il y a une grande réticence. Donc, je me dis, pour d'autres types de handicap, type handicap psychique, qu'est-ce que ça doit être, quoi? Voilà, il y a quand même aussi peut-être, parce que la situation n'est pas du tout homogène, hein, comme l'a dit aussi un peu Véronique, en fonction du type de handicap, du niveau de formation de la personne, de son âge. Enfin voilà, il y a peut-être aussi d'autres critères qui vont se cumuler et donc une analyse un peu au cas par cas et encore une fois par rapport au contexte. Euh, voilà, ce que donne à voir aussi l'entreprise, hein. Par exemple, si on va sur son site, qu'est-ce qu'elle donne à voir par rapport sur cette politique handicap et au-delà du handicap, tout ce qui est pris en compte de la diversité et de sa bienveillance finalement, et puis de la situation de la personne dans son parcours vers et dans l'emploi. Et d'ailleurs, sur le maintien en emploi, nous, par contre, on a beaucoup de remontées là, de discrimination. Et ça nous pose quand même question, hein, sur voilà, refus d'aménagement de poste, refus d'aménagement horaire. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour le dire, c'est que bizarrement, entre guillemets, beaucoup de remontées de la fonction publique et du ministère de l'Éducation nationale. Alors, c'est pas du quantitatif significatif, mais c'est une tendance qui pose vraiment question quand même, surtout l'employeur, quel État, qui visiblement, là, dans nos remontées APF France Handicap, via notre réseau, la Handi Droit, n'est apparemment pas exemplaire, peut être discriminant. Quand on parle Peut-être, de... Thibault, Pardon, si je allez-y, me permettre, bien sûr. en relation avec la question portée à la fois dans le chat par Laetitia Lechat et puis par Carole, on le voit bien sur la question des typologies de handicap ou des grandes familles de handicap. On a aussi interrogé alors pas que les employeurs, mais en l'occurrence, je vous mets en visibilité les employeurs, parce qu'on a aussi posé la question aux personnes en situation de handicap, et les écarts sont relativement peu signifiants. Euh, de savoir au fond quel serait pour eux le handicap le plus complexe ou le plus facile à intégrer. Alors moi, je rêve du jour où on me dira, mais pourquoi vous posez cette question, c'est nul. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et en fait, on voit bien qu'il y a une espèce de hit parade, je vais le dire comme ça, des difficultés rencontrées et que, alors, a priori, il y a des situations de handicap qui apparaissent a priori comme plus facile à intégrer en entreprise. Je pense par exemple aux déficients auditifs, par exemple, qui semblent, pour ceux qu'on interroge, plus facile à intégrer en entreprise, par exemple, et c'était ce qui était souligné par Laetitia Lechat dans le chat, c'était de dire finalement le handicap, dès qu'on aborde la question du handicap mental, des troubles psychiques, toute la question aussi des troubles neurodéveloppementaux. Là, on est sur des situations beaucoup plus complexes avec des interrogations et des questionnements. Donc, c'est vraiment de l'importance de pouvoir aussi à la fois acculturer, préciser, expliquer, accompagner, parce qu'en fait, c'est aussi des situations qu'on méconnaît absolument dans certains cas. On peut penser que des situations sont simples et elles sont complexes, et des situations qui, a priori, sont complexes techniquement, peuvent s'avérer simples dans la réalisation. Et c'est là où c'est important de pouvoir proposer des services et des solutions pour bien accompagner à la fois les personnes, c'est-à-dire qu'elles sachent qu'il existe des ressources. Ça, c'est extrêmement important et c'est la raison pour laquelle, notamment, la GFIP accompagne les employeurs, les organisations de salariés, mais comme l'explique aussi Carole, les organisations associatives pour permettre aussi à ces acteurs de diffuser l'information auprès de leurs adhérents, de leurs mandants. C'est la raison aussi pour laquelle on va accompagner le service public de l'emploi, je pense à France Travail aujourd'hui, Cap Emploi, les missions locales, l'APEC, pour pouvoir aussi doter les consultants ou les conseillers d'informations qui vont être en résonance avec les besoins des personnes concernées, parce que souvent, elles méconnaissent leurs droits, elles méconnaissent les outils qui existent et qui pourraient les aider
Et ça, c'est ce que disait Carole, moi je suis convaincue qu'à la fois le travail qui a été fait par Marion et qui a été initié aussi à APF France Handicap et puis dans d'autres organisations, de travailler sur le CV numérique, ça a deux vertus, me semble-t-il. Une première vertu qui est effectivement d'accompagner l'amont et de préparer les personnes finalement à de la prise de parole. Et finalement être prêt à valoriser sa candidature et pas simplement à justifier un handicap. Parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose autour de la prise de confiance et ce qui était intéressant, c'est que c'est une actrice à qui vous avez confié le rôle, Marion, et qui l'a incarné dans l'attitude, on le voit à l'image, sûrement dans le CV en entier, et donc qui permet de mettre en scène sa compétence, parce qu'elle est sur son poste de travail, elle est en situation de travail, et donc elle met en scène sa compétence. Et je crois que c'est vraiment un des points forts. Moi, j'avais vraiment été beaucoup aussi intéressée par cette expérience, parce qu'elle permet l'appropriation en fait de la compétence et pas simplement la justification de son handicap. Ça, c'est une première chose. Et puis, une deuxième chose, c'est que au fond, elle permet de travailler avec l'entreprise sur la façon dont on voit le handicap, parce qu'on le perçoit souvent de manière très biaisée, soit par les journaux, soit sa vie personnelle, mais il y a des affects, il y a des tas de choses qui rentrent en ligne de compte, et au fond, on met pas toujours en résonance la réalité avec la situation rencontrée. Donc c'est quand même parfois très complexe pour les personnes, qu'elles soient recruteurs ou qu'elles soient candidates. Et c'est dans cette double complexité qu'il faut arriver à trouver un juste espace. Merci beaucoup, Marion. Je te vois opiner du chef. Marion, par rapport à ce que dit Véronique et aussi sur le choix qui t'est posé, enfin une question qui t'est aussi posée dans le chat, sur le choix de prendre une actrice et de voir aussi si c'était vraiment, s'il pouvait y avoir, la question était formulée ainsi, de savoir s'il pouvait y avoir, à travers le physique ou l'attitude, une possibilité d'interférence dans la réponse ou nos réponses du recruteur. Non, bah là, le choix, c'était vraiment, donc on voulait évidemment la même personne pour le CV sans handicap et le handicap, et on voulait donc justement le physique, parce qu'en fait, avant, dans les testings, l'ancêtre du testing, c'était vraiment d'envoyer des personnes directement passer des entretiens. Et donc, on prenait deux personnes qui se ressemblaient énormément, sauf qu'il y en avait une blanche et une noire, par exemple, aux États-Unis, pour aller passer des entretiens et voir après le taux d'emploi suite à l'entretien. Évidemment, le problème, c'est que là, il y a une vraie différence. C'est vraiment différent, puisque deux personnes qui sont a priori similaires sur plein de caractéristiques observables, à l'exception peut-être juste de la couleur de peau ou du genre, en fait, elles sont jamais identiques. Quand c'est deux personnes différentes, elles peuvent pas être pareilles. Là, le CV vidéo permet de vraiment envoyer euh, une même actrice qui répète le même texte, qui l'a appris par cœur, et donc de contrôler pour toute autre différence justement d'expression orale, de dynamisme. Donc là, on avait vraiment la même personne. La seule différence entre les deux vidéos, c'est seulement l'apparition, enfin, c'est seulement la chaise ou le fauteuil en fait. Tout le reste est vraiment extrêmement proche. Donc c'est comme ça qu'on contrôle pour justement l'expression. Toutes ces caractéristiques qui sont très très difficiles en fait sinon à contrôler, hein, l'expression. Alors pourquoi une actrice ou pas ou pourquoi c'était vraiment pour ça, sinon c'était pas, enfin, ça aurait pu être non pas une actrice, mais il nous fallait la même personne en fauteuil ou sur une chaise régulière, ça, c'est sûr. Pardon, je réactive mon son. Merci beaucoup. Comme promis, on arrive à la fin du webinaire. Donc, je relance les quelques personnes dans le chat pour savoir si l'un ou l'autre souhaite poser une dernière question. Mais sinon, il me reste juste à vous remercier d'avoir consacré un peu de temps. Et puis, merci pour ces contributions et ces témoignages. Et puis, je pense que Marion, il y a un appel à continuer, prolonger Oui. cette étude dans d'autres contextes, avec des données actualisées, d'autres types de handicap.
version employeur aussi. Donc, Mais la faire en France aussi, parce que Oui, Ah, oui, bien sûr. Oui, oui. Véronique, Peut-être, pardon, vous vouliez dire. ouais, j'aurais bien rajouté quelque chose parce qu'en fait, c'est l'occasion parce qu'on a des personnes intéressantes et intéressées en ligne et puis également, du côté de Marion. Juste, préciser que, l'AGEFIP, en lien avec la Fondation internationale pour la recherche appliquée sur le handicap, a lancé un nouvel appel à projets sur handicap et emploi, avec la FIRA et donc, l'appel à projets est ouvert depuis le 4 janvier. Donc n'hésitez pas à candidater parce qu'on est très attentif, au développement de la recherche appliquée sur nos sujets, qui sont inspirantes. Carole, évoquait, je pense, les travaux qui ont été lancés avec Anne Revillard il y a quelques années sur, femmes, précarité et handicap, et je crois qu'on a vraiment, beaucoup à apprendre, grâce aux chercheurs, beaucoup à connaître et puis améliorer, nos pratiques, et ça, c'est vraiment fondamental. Donc je vous le mets en visibilité, n'hésitez pas à aller voir sur le site de la FIRA. Je vous le mets tout de suite, comme ça, on va faire vite. Ouais, merci. Et puis, je renverrai dans le mail aux inscrits à ce moment-là. À ceux qui étaient présents, je vous renverrai les différents supports pour ceux qui le souhaitent. Eh bien, merci à... Hop, on attend juste le petit envoi. Hop, de Véronique. Merci à nouveau. C'était une petite première pour nous, donc on est ravis d'avoir pu la faire avec vous. Et puis, il me reste à vous souhaiter à chacune et chacun une très bonne soirée, une bonne fin d'après-midi. merci. Au Merci revoir. Merci et Cyril, merci merci aux beaucoup. intervenantes. Merci beaucoup. À Merci. Au bientôt. revoir. Au revoir.